good-looking gun you were about to use back there. Can I see it? Maybe you'd like to see mine. Nice, awful nice. You know, there are only two things more beautiful than a good gun. A Swiss watch or a woman from anywhere. You ever had a good Swiss watch? Go ahead, try it. Yeah, that's very good. Hey, that's good too. Go on, keep it going. Yeah, now I know who you'd be. You'd be Matthew Garth, wouldn't you? That's right. You're as good as they say you are. Maybe as good as me. That puts two of us at the head of the list. I'd leave room for a third. Yeah? Who? Dunson? Is he that good? You taught me. Yeah. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 13. Très courte citation pour commencer de Rainer Werner Fassbinder en 1974. Je pense que la fonction de l'art officiel est d'opprimer les gens. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma, quelle est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris ou pas, nous allons consacrer ce soir une émission, enfin la première partie, la première émission de deux, consacrée au formidable cinéma du meilleur cinéaste allemand, Rainer Werner Fassbinder, décédé en 1982 et qui a une filmographie immense et pléthorique sur laquelle, bien évidemment, nous allons essayer de revenir, pas en totalité car ça serait impossible en 2 heures d'émission. Et donc pourquoi parler du cinéma de Rainer Werner Fassbinder ? Déjà parce que ça fait quand même longtemps qu'on avait envie dans cette émission de parler du cinéma et du travail télévisuel et théâtral de Fassbinder, parce que c'est un cinéaste ici qu'on aime beaucoup, notamment moi et l'ancien grand timonier Air Force One, donc parti sur des terres hostiles dans les Côtes d'Armor. Donc ça fait plusieurs années qu'on en parlait et on ne savait jamais vraiment par quel bout prendre la filmographie de Fassbinder. Je me suis toujours pas sûr d'avoir su par quel bout prendre l'immense filmographie de Fassbinder, mais bon, en tout cas nous allons essayer d'attaquer ce gros morceau. Et donc autour de cette table, une tripotée de critiques tous plus éminents les uns que les autres. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Qui triture son micro, c'est carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. De retour parmi nous, un vieux, un ancien, pas par l'âge, mais en tout cas par la date où il était présent dans l'émission. Donc c'est Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Salut, bonjour à tous. Welcome back among us. Merci. Et bien évidemment, à la technique de cette émission, il y a toujours le sémillant Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Donc voilà une belle tripotée d'experts diverses et variés. Donc pour parler et de tripoter, il sera question ce soir. De tripoter, évidemment, il en sera question donc dans le cinéma de Fassbinder. À la base, on pensait plutôt faire ces émissions fin septembre, au courant octobre, à l'époque où au TNB il y avait une mini rétrospective consacrée au cinéma de Fassbinder, au cinéma du Théâtre National de Bretagne à Rennes. Puis finalement, on n'a pas eu le temps. On était un peu pris de court. On va pas se le cacher, mais bon, néanmoins, on va essayer de commencer à se lancer là-dedans. Pas de news, pas d'agenda ce soir, parce je pense qu'on va déjà suffisamment charrette.
Donc, qui est Rainer Werner Fassbinder? Donc, cinéaste allemand né juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et décédé en 1982 à l'âge de 37 ans. Vous allez me dire, c'est jeune, mais qu'est-ce qu'on peut faire avant ses 37 ans? Eh bien, tout simplement, comme Fassbinder, créer une compagnie de théâtre et faire à peu près écrire et jouer dans une vingtaine de pièces. Puis après, c'est réalisé, tant qu'à faire, une vingtaine à peu près de films pour le cinéma, autant pour la télévision, et réalisé au passage 2 séries télé complètes, dont une de 13 heures. Et au passage aussi jouer dans les films des autres. Et vous, qu'avez-vous fait? C'est la bonne question. Voilà, tout ça en se droguant et en ayant une vie sentimentale très compliquée. Effectivement. Et en faisant la fête comme pas possible. Voilà. Donc effectivement, c'est ça aussi qui l'a tué à la fin, le fait que c'était un workaholic et qu'il ait un rythme de vie qu'on va dire de patachon, pour ne pas se le cacher. De barreau de chaise, on pourrait même dire. De barreau de chaise. De barreau de chaise, parce que donc Fassbinder ne s'en cachait pas, il le met en scène dans son cinéma, il en parlait volontiers dans ses interviews. Son addiction à l'alcool et à diverses drogues, et aussi ses addictions sentimentales diverses et variées, parce que notre ami Rainer était polyvalent de ce côté-là de la chose. Polyamoureux, oui, tout à fait. Polyamoureux de ce côté-là de la chose. Donc il a été marié 2 fois, donc à des femmes, notamment à Ingrid Cavin, qui est une de ses actrices récurrentes, mariée 2 fois, mais qui me disait il préfère être marié à des femmes et faire l'amour avec des hommes. Et peu importe, à n'importe qui. C'est-à-dire que je pense qu'une des choses qu'il a tué sur la fin de sa vie, au début des années 80, il tournait à Munich en semaine et il partait faire la teuf à New York le week-end avant de retourner tourner à Munich le lundi. Si on ne va pas se le cacher, il n'est quand même pas un train de vie très sain, il faut bien le dire. Raisonnable. Raisonnable. Donc, pas très COP21, c'est ce que j'allais dire en plus. Alors là, pas du tout, mais à l'époque, ce genre de problématique n'existait pas. Donc, comme on disait, Rainer Werner Fassbinder, très longue filmographie, très variée à la fois dans les styles abordés et dans sa mise en scène, qui a quand même pas mal évolué au cours de son cinéma. 42 films, c'est ça? Oui, 42 films ce qui est incroyable. En comptant les films de cinéma et les films... Oui, après, c'était variable. Parfois, il en faisait 4 ou 5, et puis 1 ou 2 l'année d'après. Il en a fait beaucoup dans les 3-4 premières années de sa carrière. Il en a fait énormément. 69, 72, il en a fait. Mais donc voilà, mon cher, c'est la dizaine, quoi, déjà. La fin des années 60, c'est là qu'il commence à faire ses premiers films de cinéma. Il avait dit, dès l'âge de 12 ans, il savait qu'il voulait faire du cinéma. Pourquoi? Il ne le sait pas, mais il le savait. Il était déjà fasciné par le cinéma hollywoodien, le cinéma américain, qui est le cinéma qui l'a le plus marqué, notamment, comme il disait lui-même, et on l'a entendu en intro de cette émission, les histoires de PD des films de Howard Hawks. Donc, ce qui avait un peu choqué les intervieweurs à l'époque, ils disaient non, comme c'est évident quand vous avez 2 jeunes éphèbes qui comparent leurs pistolets pour savoir lequel tient le mieux en main et lequel tire le plus vite. La métaphore filée n'est pas très subtile, mais qui du coup avait déjà marqué le jeune Rainer. Il rate le concours d'entrée à l'école du cinéma de Berlin. Mais ne se laissant pas démonter, il commence à tourner des courts-métrages dans son coin. Et surtout, au début des années 60, déjà assez jeune, quand il a 18-20 ans, il s'intéresse au théâtre, parce que c'était aussi la forme la plus accessible pour lui, parce qu'il n'a pas forcément les moyens pour avoir du matériel pour tourner, surtout mais avant ça, il a quand même essayé de passer un concours pour devenir journaliste. Oui, il a été journaliste pendant quelques temps, il a un peu travaillé là-dedans, c'est là où en fait, il a fait ses premières armes pour écrire, en apprenant à écrire des histoires de non-fiction, mais justement qui après allaient lui permettre de nourrir son cinéma sur la question du réel et du réalisme. Je pense qu'on y reviendra parce que c'est une problématique intéressante dans son cinéma. Et donc il commence à Munich parce qu'il est né à côté de la Forêt Noire. Il commence avec une troupe de théâtre qui s'appelle l'Action Theater, puis après il crée son propre théâtre, sa propre troupe qui s'appelle l'Anti-Theater. Et donc pour ça, pour parler de tout qu'est-ce que le théâtre allemand de l'après-guerre, nous avons donc invité notre spécialiste, notre praticien du théâtre, donc Jean-Pierre, parce que là, outre le fait donc quand même le cinéma c'est pas mal, mais le théâtre c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'on en parle assez peu dans cette émission, tout simplement parce qu'on n'y connaît rien. Mais heureusement, tu es là, mon cher Jean-Pierre, justement pour nous en parler. Qu'est-ce que le théâtre allemand ? Bon, alors en 2 minutes à peu près, je vais flinguer tout ce que tu viens de dire et saboter ma propre auto-expertise autoproclamée. Non, pour parler, essayer de parler juste de cerner un petit peu Fassbinder dans le théâtre allemand des années 60, parce que c'est là qu'il commence. Il intègre l'Action Theater en 65. Et l'Action Theater, c'est un groupe munichois dont les préoccupations sont, on va dire, de remettre en question les relations d'autorité et les relations de pouvoir, mais au sein de la distribution même.
C'est-à-dire, ça se traduit concrètement par exemple, distribuer un même rôle à plusieurs acteurs. Et évidemment, ce n'est pas des problématiques qui sont propres à l'action theater, c'est quelque chose qui traverse beaucoup le théâtre et même en général les arts collectifs, donc y compris le cinéma dans ces années-là. Et voilà, donc il est en 69, donc il fonde, comme tu l'as dit, son propre groupe, l'Antithéâtre, où il reprend un petit peu ces questionnements-là. Et ce qui se traduit aussi dans son écriture théâtrale, puisque une bonne partie de ses premières pièces mettent en scène beaucoup de personnages sans qu'il y ait vraiment de personnage principal. Et donc, chose qui va évoluer par la suite, notamment suite à la rencontre d'une actrice qui a été tellement marquante pour lui que j'en ai oublié le nom, je m'en excuse vraiment platement, mais pour laquelle il va se mettre à écrire des rôles féminins un peu plus forts, notamment Les larmes amères de Petra von Kant, par exemple, ou pas Voyage à Brême, mais... Et c'est vrai que sur la question de la troupe, c'est là en fait du coup le travail collaboratif, parce qu'il pensait pouvoir créer, comme beaucoup à l'époque en France, il y avait Rivette, il y avait Godard par exemple, qui ont fait des expériences plus ou moins similaires. Mais donc, il pensait pouvoir faire une création collective de manière anti-autoritaire. Ce qui se retrouve après dans ces longs métrages. Et comme beaucoup, paradoxal. Et comme beaucoup, donc à l'époque, en fait, non, c'est. Non, c'est ça. Mais le paradoxe, il est déjà de base en fait, parce que l'Antithéâtre, c'est une troupe, c'est un groupe qui fonde et dont il est l'auteur principal et le metteur en scène quasi unique. Donc déjà, à partir de là, déjà dire, en fait, je prends en main tout ça et puis. Mon mot d'ordre, c'est que Ouais, mais quand tu vois comment les autres acteurs du groupe parlent de lui, enfin, tu sens que tout le monde était fasciné par ce mec-là, quoi. Enfin, apparemment, c'est un mec d'un magnétisme complètement incroyable. C'est une secte, en fait. Et ouais, non, mais il y a presque un côté. C'est vrai qu'il y a un presque, mais bon, ce qui n'est pas surprenant vu l'époque, quoi. Il y a presque un côté effectivement gourou. Avec Fassbinder qui apparemment pouvait être une cruauté incroyable avec ses acteurs, et en même temps ses acteurs étaient complètement pieds et poings liés avec lui, quoi. Ouais, c'est ce qui ressort un petit peu, j'ai l'impression, de tout ce qu'on peut lire et entendre comme témoignage à la fois de son travail au théâtre et au cinéma. C'est une capacité, une puissance qu'il avait pour entraîner son équipe, pour convaincre son équipe, et y compris, Anna Schygulla en parle de façon assez touchante, la confiance qu'il faisait, l'exigence qu'il avait, mais aussi la confiance qu'il faisait à la plupart de ses collaborateurs, et qui amenait ses collaborateurs à souvent se dépasser, quoi, notamment ses chefs opérateurs. C'est pour ça qu'il a justement bossé beaucoup avec les mêmes équipes de techniciens et puis d'acteurs, que ce soit depuis ses débuts au théâtre jusqu'à la fin de sa filmo. Il y a beaucoup d'acteurs récurrents, il y a Anna Schygulla, il y a Gottfried John, il y a Klaus Lovitch. C'est le même compositeur pour beaucoup de la musique de ses pièces et de ses films de cinéma, qui est Pierre Rabin, avec qui d'ailleurs il avait coécrit des pièces ou bien ce genre de choses. Qui était un peu le mentor au départ, en fait. Oui, parce qu'il était un peu plus que Fassbinder, donc lui il avait déjà un peu plus un pied, on va dire, dans le monde du spectacle. Tout à fait, on peut penser que c'est justement le fait de collaborer régulièrement, voire tout le temps, avec les mêmes collaborateurs, qui permet aussi de produire beaucoup. C'est-à-dire que assez rapidement, ce qui se passe, c'est que chacun sait comment l'autre fonctionne. Quand tu écris un rôle pour un acteur ou une actrice, tu sais comment elle bouge, comment il parle, quelle est sa présence sur scène à l'écran. Donc tout ça, il y a quelque chose aussi, il y a je dirais pas une mécanique, mais une énergie plutôt qui se met en place et qui est due à la connaissance des uns et des autres, quoi, fatalement. Ce qui lui permet aussi de produire plus vite, j'imagine. C'est ça, voilà. Moi, c'est dans ce sens-là que j'imagine. En tout cas, on peut qu'imaginer rétrospectivement, mais on peut se dire qu'effectivement, ça joue dans la productivité. Ouais. Surtout qu'en plus, très vite, donc tu rappelais que l'Antithéâtre, ils ont commencé en 65-66. Lui, il réalise ses premiers courts-métrages en 66, donc à peu près à la même époque. Et déjà, de manière proche dans le temps, entre ses débuts au théâtre, il fait son premier long-métrage en 69. L'amour est plus froid que la mort, où d'ailleurs lui aussi il joue dedans parce qu'il jouait souvent des seconds rôles, voire des rôles principaux dans ses longs métrages. Et donc très vite, c'est vrai que cette mécanique et ces méthodes de travail qu'ils ont pu avoir dans l'Action Theater puis l'Antithéâtre à Munich, ils le mettent en branle dans leur premier film suite à leur premier succès au théâtre. Ils commencent à avoir un peu de thunes, enfin très peu, parce qu'ils tournent quelques-uns de ses premiers longs métrages avec vraiment très peu d'argent, avec 20 000 marks par exemple, ce qui est vraiment ridicule. Mais ils tournent déjà très vite des films, on voit clairement les limites de leur budget, mais Fassbinder et ses équipes savent justement gérer des budgets extrêmement modestes pour mener à bien les histoires qu'ils ont envie de faire.
et qui déjà, dès le début, dans ses premiers... On parlera la semaine prochaine, je pense, plus du volet purement politique du cinéma de Fassbinder, mais en tout cas déjà une emprise sociale extrêmement forte, et il est déjà il a un regard très assidu et je dirais presque au taquet sur l'Allemagne contemporaine, quoi, parce que ces films qu'il fait au début sont évidemment des films contemporains parce qu'il n'a pas les moyens de faire des films d'époque comme il fera par la suite, notamment des films qui se déroulent à l'ère du nazisme, soit avant-guerre ou bien pendant la guerre, mais déjà c'est des trucs très prégnants dans L'amour est plus froid que la mort, dans Les dieux de la peste, ou même un peu plus tardif entre guillemets parce que c'est en 70, c'est-à-dire qu'entre-temps il a réussi à faire 4 longs métrages, mais donc avec Le Soldat américain, quoi. Complètement, parce que dans les premiers, puis en plus les films ils passent à la couleur avec avec quel film ils passent à la couleur? 8 titres, on aura 8 titres, je crois. Le Soldat américain est en noir et blanc. Et c'est vrai qu'il y a une identité, il y a une identité, enfin, plus il y a une identité vraiment visuelle forte, quoi, dans le rapport au décor. C'est-à-dire que L'amour est plus froid que la mort, t'as vraiment, le début, les 15 premières minutes, t'as vraiment ce sentiment, quoi, de truc théâtral, quoi, de jeu théâtral, tu vois, tu sens, quoi, le décor super nu, tout ça. Et en fait, plus le film avance, et plus le film va vers le cinéma, c'est assez marrant. Et dans Le Soldat américain, je trouve qu'il y a un peu cet effet-là aussi, c'est-à-dire que tout à fait. Moins dans Le Soldat américain, parce que la première scène, le générique, c'est une scène complètement cinématographique, qui est, scène de poker, qui est beaucoup moins théâtrale, une scène de film noir. Mais dans L'amour est plus fort que la mort, j'avais senti ça un petit peu, quoi. Tout à fait, oui. C'est quelque chose que justement qui m'a frappé dans ce, on va dire, cette interaction, ce rapport cinéma-théâtre dans son cinéma, justement. Ce qui est vraiment très frappant. Alors, en gros, de manière très grossière, qui mériterait d'être nuancée évidemment, mais de manière très très grossière. C'est que souvent, à l'écran, ce qu'on a, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il ne va pas morceler son image ou son acteur ou son personnage ou sa scène par le montage, le gros plan ou l'absence de profondeur de champ. C'est-à-dire que souvent, comme spectateur, on a un rapport qui est le même qu'un spectateur de théâtre, c'est-à-dire on est face à un tout où les éléments sont... on va dire, il n'y a pas forcément de hiérarchie au départ. Et après, lui, il va faire... ça, c'est une puissance, je dirais, purement théâtrale, c'est-à-dire celle de nous faire voir un tout dans lequel c'est un peu à nous de nous démerder et qui nous met aussi à distance. Et après, il va faire jouer des puissances du cinéma. Alors, pas en découpant, pas en faisant des morceaux, ce qui serait proprement, on va dire, purement cinématographique, encore une fois, de manière un peu grossière, mais par la mobilité du regard, donc notamment par les mouvements de caméra, les travelling, les panneaux et les zooms que je trouve très intéressants. C'est-à-dire qu'il ne va pas morceler et découper cet espace, on va dire, purement théâtral, mais par contre, il va y amener du cinéma par le mouvement, quoi, par la chorégraphie de la caméra, des acteurs, etc. Un caractère hyper opératique de son cinéma, quoi. C'est ça, tout à fait. Quand on voit ces films, ça bouge. C'est un peu le roi du plan séquence, quand même. Moi, des plans très longs, en tout cas. Des plans longs, voilà. En fait, du découpage, moi, je trouve que quelque part, il y en a, mais le sens, c'est les acteurs, en fait. C'est le déplacement des acteurs qui fait le découpage. En fait, c'est vrai qu'il y a des moments, on se rend compte, en fait, qu'au bout d'un certain temps, qu'on est dans un plan séquence. C'est-à-dire que moi, je trouve ça assez bluffant chez lui, c'est qu'il arrive à produire le même effet que le montage, sans monter. À ce propos, moi, j'ai trouvé une citation de lui qui dit « La technicité de la caméra détruit une dramaturgie limpide et elle nuit à la pureté du film ». Et enfin, je trouve que ça résonne assez avec ce que vous dites. C'est les acteurs qui portent ces films. Complètement. Et puis moi, je trouve que c'est une leçon en termes d'entrée de chant, de sortie de chant. Moi, je suis... Moi qui connais pas bien, justement, Fassbinder, son lien, je suis assez bluffé par ça. Fort avec le théâtre. En tout cas... Ouais, mais il arrive, il faut bien le préciser, je pense, ça peut-être aux auditeurs, il fait pas du théâtre filmé du tout, quoi. Ah non, pas du tout. Non. C'est vraiment une vision cinématographique. Même dans les larmes amères de Petra. Ouais, qui est super, qui moi je trouve est super cinématographique. Oui, alors que pour le coup, c'est une pièce de théâtre qu'il adapte à l'écran. Donc... Ça, il l'a fait plusieurs fois. Le Soldat américain aussi, c'était une pièce de théâtre avant de la porter à l'écran. Et c'est un huis clôt en plus. Et ça tourne autour de Slee. Non, bien sûr, il y a une puissance vraiment purement cinématographique hyper forte, parce qu'il y a, comme tu dis, il y a du découpage de toute façon, mais sa caméra, il s'en sert pas pour, on va dire, pour découper. Tu vois, c'était un espèce d'espace théâtral qui nous met devant les yeux. Mais en fait, pour y aller et pour en fait l'explorer, des fois y plonger, des fois y reprendre de la distance, et évidemment, quelque chose. Donc il y a une puissance même chorégraphique qui est presque aussi beaucoup plus forte
en termes purs au cinéma que du découpage presque pur en fait. Et puis il y a un œil quand même pour le cadrage quoi. Mais carrément. Dans le Soldat américain, il y a des plans qui sont absolument hallucinants. Pour rebondir un petit peu, si on prend un film par exemple comme Roulette chinoise, qui on pourrait croire que c'est un huis clos, il y a une unité de temps, une unité de lieu, et là où il joue, en fait, là où il découpe ses personnages, c'est avec une utilisation assez magistrale du miroir, enfin des éléments de décor en fait de sa production design, donc du miroir, des fenêtres, un petit peu comme Wong Kar-wai a pu le faire dans 2046 et dans In the Mood for Love, où beaucoup de surcadrage, des mouvements de caméra, donc on se balade un petit peu dans cette baraque, et surtout vraiment beaucoup de miroirs et de vitres en fait. Et ça c'est plutôt dans Petra Von Kant aussi, c'est plutôt bien foutu. Pas mal ça aussi. C'est omniprésent. Et c'est vrai que sur son style, en fait, on parlait de découpage, de très peu de gros plans. C'est vrai que c'est ces choses qu'il fait très peu. On pourrait croire, du coup, ça se rapporterait à du cinéma classique qu'il aime tant. Donc, je parlais du classicisme hollywoodien, les films de Hawks, les films de Ford. Ils étaient aussi extrêmement impressionnés par les premiers films de Melville. Par ses polars notamment, ça se voit beaucoup, mais en fait c'est pas du tout un classique, c'est un vrai cinéaste moderne. René aussi. Parce que c'est un véritable cinéphile qui a conscience de l'histoire du cinéma qui vient avant lui. Il a à la fois conscience donc de l'histoire du cinéma classique américain, du cinéma national allemand, pas nationaliste ou pas nationaliste, mais du cinéma national allemand. Et ça se voit plus après dans la deuxième partie de sa filmo qu'il commence vraiment à avoir de la thune pour faire ses films. C'est l'énorme amour qu'il a pour le cinéma de Joseph von Sternberg, des films avec Marlene Dietrich notamment. Et à la fois la conscience de ce cinéma national et de l'histoire allemande. C'est-à-dire que c'est vraiment, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'Allemagne au présent et l'histoire de l'Allemagne. On lui avait proposé, fin des années 70, justement, s'il ne voulait pas faire des films américains, tout ça, et lui disait, pour le faire, il faudrait que je fasse un film américain sur l'Amérique, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, et pour ça il faudrait que j'aille vivre au moins 2-3 ans à New York, sinon ça ne sert à rien. Les grands films américains sont des films sur l'Amérique, et moi je veux créer le cinéma hollywoodien allemand, donc je fais des films sur l'Allemagne. Après il avait prévu de partir vivre à New York à la fin de sa vie, dans les années 80. Mais il y a toujours un aspect très autobiographique, je trouve. Ça il en parle beaucoup, il dit notamment dans ses premiers films, et je crois que c'est à partir de Prenez garde à la Sainte Putain, où à la fois il commence un peu autobiographique, qui est vraiment autobiographique, où là il dit qu'il passe un petit peu à autre chose et il va beaucoup plus intégrer le reste de sa troupe dans l'écriture même et dans la forme, on va dire un truc vraiment prégnant. À partir de ce moment-là, ça va un peu plus changer. Et ces films sont toujours un peu autobio, mais ça sera moins forcé là-dessus. Moi, j'ai vraiment trouvé. Alors, le truc, c'est que finalement, on m'a grillé un peu le truc parce que j'avais regardé le documentaire de 2015 sur Fassbinder avant, où il y a une des actrices, notamment cette actrice dont j'ai oublié le nom, qui interprète Petra Von Kant dans Les Larmes amères. Et je crois que c'est elle qui raconte et qui dit qu'en fait elle n'avait pas conscience pendant qu'elle tournait le film en fait que le personnage de Petra c'était Fassbinder en fait, et que tout ce que disait Petra c'était le rapport, c'était Fassbinder avec ses relations sentimentales compliquées, et les relations de soumission, domination et tout ça quoi. Et c'est vrai que quand t'as ça en tête, il y a certaines phrases où tu te dis ça devait être une violence pour les gens qui étaient en relation avec lui, parce qu'il devait régler, je sais pas s'il règle ses comptes, mais il y a une vraie douleur qui s'exprime dans ce truc là, il y a quelque chose d'hyper sincère quoi. À fleur de peau. Ouais, mais qui est justement qui a fleur c'est cathartique quoi. Mais qui est pas à fleur de peau comme chez Bergman par exemple. C'est pas le même genre de à fleur de peau. Non. Bergman, il y a un côté bistouri quoi, tu sais, il y a un côté sur les femmes, il y a un côté je trouve qu'il y a un côté puis il y a une cruauté chez Bergman qui a pas entomologiste, chez alors que chez Fassbinder, il y a une affection immense quoi pour les femmes, même justement des Petra Von Kant, même il y a toujours quelque chose qui les sauve quoi, d'une manière ou d'une autre quoi. Dans tous ces personnages de femmes, qu'elles soient extrêmement naïves ou alors ultra cyniques, comme le personnage de Maria Brand, on y reviendra la semaine prochaine, mais qui démarre un peu comme une genre de naïveté pure par amour par son mari qu'elle pense mort, et qui finalement vire comme un monument de cynisme. Les persos ne sont jamais maltraités au sens moral du terme, c'est-à-dire que c'est pas des persos qui vont devenir haïssables. C'est la morale qui est maltraitée par contre. C'est vrai qu'il y a une inversion, complètement. Parce mais ça c'est très fort dans ce. Moi j'ai découvert aussi ces films là pour l'émission que je connaissais pas forcément, et je trouve qu'il a une manière de mettre en avant des questions, des tabous, de la morale aussi, la question du corps, mais vraiment
comme ça, quoi. Mais de tous les corps, parce que il y a comme beaucoup. Mais sans violence, en fait. Il y a beaucoup tous les personnages qui soient gros ou bien alors des grands maigres comme Godfrey John, ou alors il a beaucoup tourné avec un acteur noir dont j'ai oublié le nom, mais qui jouait notamment dans Tous les autres s'appelle Ali et dans Witty, qui est un personnage. Qui a été son compagnon. Ouais, qui était un de ses compagnons récurrents et qui met souvent en scène justement. Il a eu aucun complexe, aucune peur malgré, on va dire les tabous de l'époque allemand, années 60, à mettre tout genre de corps en scène. Quoi. Pour lui, un corps est un corps, il est absolument équivalent. Mais parce qu'il le fait pour lui-même aussi. Oui, parce qu'il a un plaisir. Fassbinder, il est assez fascinant à regarder comme acteur, je trouve, parce que c'est pas un acteur beau. Non. Mais par contre, c'est un corps de cinéma. Il ressemble à Charlie. Tout à l'heure, je regardais une interview de lui et c'est en fait, il n'y a même pas besoin de juste son visage. Il y a des moments où il baisse la tête. Tu sens qu'il est. C'est pas un mec. Finalement, faut le laisser tranquille, quoi. Il est pas à l'aise. Mais par contre, tu sens le. Enfin, moi, je trouve que tu sens le magnétisme dans la manière dont il joue, quoi. Tu sens dès qu'il apparaît à l'écran, tu te dis, d'accord. Enfin, moi, je sais que même dans les premiers, même dans les tout premiers. Il a une gueule et un corps de cinéma. Ouais, il a vraiment ça, un corps étrange de cinéma, mais un corps, un vrai corps. Et à propos de. Il sait comment le bouger, surtout. Carrément, je trouve qu'aussi à propos des corps, la façon dont il les met en scène, justement, cette façon de ne pas être, on va dire, jugeant, pour le dire peut-être un peu bêtement, c'est aussi, j'ai l'impression, en tout cas, ce qui a pu m'apparaître, c'est qu'il présente aussi souvent, systématiquement, le corps et le personnage, mais dans son environnement. Il n'isole pas non plus. Il y a toujours de la profondeur de champ, il y a toujours... ce qui fait que on voit on est plutôt en position d'observateur souvent. On voit le personnage, on le ressent. Des fois, on peut être plus proche de lui d'ailleurs, et des fois plus à distance. Mais en tout cas, il est souvent pris dans son environnement. Et ça, je pense que ça a une portée. T'en parleras aussi, Thomas, je pense, mais éminemment politique. C'est-à-dire que on ne va pas forcément dans l'intériorité du personnage, mais on observe ses comportements est pris dans un environnement. Et ce qui n'empêche pas l'émotion, ce qui n'empêche pas, et notamment il y a un usage qui peut faire du zoom que je trouve assez fort, où là, moi, ça m'a donné l'impression comme s'il donnait un super pouvoir à ta position de spectateur de théâtre, justement, où comme un spectateur de théâtre, tu bouges pas, et le zoom, c'est pareil, tu bouges pas, quoi, contrairement à un travelling. Mais que là, il dit, mais t'es au cinéma, je te donne un super pouvoir, et là, je t'attrape une expression, etc. Il y a notamment ça dans une séquence très belle du Soldat américain, où après la visite du personnage à sa mère et à son frère, qui est filmé de façon très stylisée, à la fin, le personnage s'en va, et là, pouf, il y a un zoom qui attrape une expression de la mère, qui est filmée de 3/4 d'eau, et tout d'un coup, il y a quelque chose de puissant qui se passe. On voit rétrospectivement tout ce qu'il a habité pendant cette séquence. Et voilà, donc c'est ce personnage dans son environnement qui est aussi le personnage très fort. de Marlène, à un moment dans Les larmes amères de Petra Van Gogh, où on la voit, elle est dans le fond du champ, et la caméra, le point est fait sur Petra, et finalement on va se déplacer vers Marlène, qui finalement est toujours en arrière-plan. Il y a un flou comme ça, et on revient sur le visage de Petra. C'est un super beau plan. C'est magnifique. Et il est très bien d'ailleurs ce personnage de Marlène dans Petra Van Gogh, qui dit pas un mot de tout le film, qui subit. De personnage d'esclave amoureux, d'esclave amoureuse. Et il y a des très bonnes scènes à trois justement, où elle tape à la machine à écrire. Et en fonction de ce que dit l'autre, elle ralentit ou elle accélère. Enfin, il y a tout un truc sur la bande sonore qui est super intéressant dans ce film. Mais de toute façon, les actrices sont dans celui-là, elles sont vraiment au top, quoi, les actrices. Après, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la question du corps féminin, c'est exactement la même chose avec le corps homosexuel et le corps prolétaire, dans le sens où ces trois types de corps sont des corps dominés par la société patriarcale, par la société machiste, par la société capitaliste. Et en fait, je paraphrase donc du coup l'excellente anthologie d'entretien Fassbinder par lui-même, édition par Robert Fischer en texte. C3J. Voilà, entretien 69-82. Et en fait, il dit, et c'est ce que tu disais Jean-Pierre, en fait, il disait que lui, tout ce qui l'emmerdait, c'était de ne pas montrer les gens tels qu'ils le sont vraiment. Et lui, il refuse en fait tout ce côté exotisme et de problématiser forcément à tort et à travers en fait des questions, des corps particuliers. Et c'est pour ça en fait qu'on les voit naviguer dans cet espace d'une manière assez libre. C'est parce que en fait, il veut les montrer tels qu'ils sont. Alors peut-être que des fois, ça va être un petit peu triste, mélancolique, parce que voilà, le cinéma de Fassbinder à la fin, c'est pas la grosse marade non plus. C'est pas la grande marade, mais voilà, en fait, pour lui, tout ce qui est si on problématise
un corps, ça veut dire qu'on va le rendre exotique. Et ça, du coup, il n'en veut pas du tout. Il veut montrer les gens tels qu'ils sont. Et s'ils sont tristes, s'ils sont moches, s'ils sont mal sapés, s'ils sont tout ce qu'on veut, pathétiques, ça, ils sont mal sapés, c'est l'Allemagne. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais vous voyez, on peut. Mais ça, toutes les questions de représentation. Et Fassbinder, en fait, ne veut pas donner en représentation ces personnages. Mais justement, la distance théâtrale permet de ne pas tomber dans le voyeurisme, justement, de ça. Ça, je trouve que c'est intéressant. C'est la question de cette histoire de distance. Ça fait que, effectivement, nous, on est témoins. Et en fait, à travers le truc de témoin, en fait, assez rapidement, en fait, il arrive à faire disparaître le sentiment de supériorité qu'on pourrait avoir sur les personnages. La notion de jugement. Et je trouve que ça, il le fait assez. Il se place dans la provocation. Enfin, moi, j'ai lu un truc comme quoi il expliquait que pour lui, genre, ce qui importait, c'était la provocation pour pas que le spectateur soit dans la complaisance de ce qu'il voit, pour pouvoir réagir sur sa propre vie, en fait. Il explique sur sa propre réalité. De toute façon, son cinéma n'est jamais complaisant. C'est certaines des accusations dont il a pu être victime, entre autres d'être aussi homophobe, fasciste, antisémite, comme tous les grands cinéastes, quoi, et évidemment à tort. Mais c'est vrai que c'est jamais complaisant parce que, comme on disait, il n'y a pas de jugement moral sur les actions de ces personnages et sur le désir, sur la question du désir, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc-là, c'est une de force de désir qui habite tous les films. Dans Witchy surtout, et dans tous les autres Sapel Ali, où donc le personnage Black justement va dans les bars et il se met à danser avec une vieille bonne femme qui est un peu mal fagotée, et c'est là que son moment d'humanité à elle va pouvoir ressurgir, parce que ce grand bonhomme Black méprisé par tout le monde, va justement prendre l'ascendant. Mais même au-delà de ça, quand elle se marie avec lui, qu'elle présente son nouveau mari à sa famille, il y a une scène qui est super violente avec Fassbinder qui pète une télé, mais qui pour moi révèle autant justement le racisme de cette famille que des putains de tensions homosexuelles, quoi. Je veux dire, chez les mecs du clan, quoi. Enfin, moi je trouve que chez Fassbinder, je trouve que c'est hyper ça se sent vachement, quoi. La tension, espèce de tension sexuelle permanente, alors que ce soit entre les femmes entre elles, les hommes entre eux, les hommes et les femmes entre eux. Tout le monde a un gros match. Tout le temps, quoi. Le film le plus représentatif de ça, c'est Querelle, du coup. Ça transpire l'érotisme. Ça sointe la bite, quand même. Ça sointe le cul, quoi, quand même, quoi. Tu vois, mais il le fait, encore une fois, il le fait de manière très, je trouve très distinguée. C'est-à-dire que tu sens vraiment, c'est-à-dire qu'il arrive à faire exister quelque chose qui est invisible et qui, moi, je trouve vachement dur à représenter au cinéma, qui est le désir. Et le désir non avoué, le désir non assouvi, non avoué, la frustration, tout ça. Et je trouve qu'il arrive assez bien à montrer ça. Tous les autres Sapel Ali, assez remarquable à ce niveau-là, parce que même avec ces histoires de commérage, donc alors il représente donc le commérage par des axes des plans absolument magnifiques avec des axes de caméra qui sont hyper bien foutus. Dans les escaliers, c'est incroyable. Où il joue très bien justement avec les grilles, avec ces espèces de pré-portes, avec les rambardes des escaliers. Enfin, bref, c'est absolument magnifique. Mais en fait, cette séquence-là, tu te rends compte que on reste quand même à niveau de ces personnages-là. Le personnage joué par Fassbinder, qui est une espèce de gros bâtard. Mais pourtant. Il a quelque chose de pathétique pourtant. Il est pathétique et pourtant jamais tu vas le juger, jamais tu vas dire c'est un gros bâtard, mais tu vas te dire ah ouais, en fait comme ça l'Allemagne en fait c'est ça. Ok, donc du coup je rentre dans cet appartement, je rentre dans l'Allemagne, espèce de métaphore absolument vertigineuse. Ce film-là est absolument sublime. Ça rebondit sur les films de Sirk, peut-être qu'on parlera aussi. Justement, c'est parfait. On va y venir justement après une très courte pause musicale d'un morceau de Pierre Rabon. Take one fresh and tender kiss, add one stolen night of bliss, one girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Forget a small moonbeam falling lightly with a dream. Your lips and mine, 2 sips of wine. Memories are made of this. And at the wedding bells, one house where lovers dwell,
3 little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor. With his blessings from above, serve generously was love. One man, one wife, one love through life. Memories are made of this. Memories are made of this. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était une composition de Pierre Rabon chantée par Rezel Zek, Memories of Made of This, sur la BO du Secret de Véronica Voss, avant-dernier long métrage pour le cinéma de Rainer Werner Fassbinder en 1982. Rainer Werner Fassbinder, donc, d'où nous parlons depuis le début de cette émission, et nous allons bien évidemment continuer. Thibaut m'a fait un très bon passe-plat parce que c'était absolument ce qui a été marqué sur mon conducteur et il ne le savait pas. Bravo Thibaut, voilà. On est vraiment très fort. Putain, des années d'improvisation. Incroyable. Quel talent, quelle symbiose, mon cher Carrément Fleuret. Et donc Thibaut, avant cette coupure musicale, parlait donc de l'influence du mélodrame et notamment du cinéma de Douglas Sirk sur le cinéma de Fassbinder. Effectivement, pourtant c'est quelque chose qui est très important et très prégnant dans son cinéma, et pourtant c'est un cinéaste qu'il est dû lui-même, il a découvert sur le tard, parce qu'il a découvert, il a dit qu'il a vu ses premiers films en 1974, et pourtant c'est quelque chose qui prend directement en compte, il tombe... Donc sur le tard à 25 ans. Oui, sur le tard, je veux dire... Donc ça va. Après déjà 10 films, quoi. Donc ça va. Après déjà 10 films de cinéma. Il a encore de l'avance sur moi par rapport à Sirk. Moi, et donc voilà, il dit que dès qu'il a vu Le temps de vivre et Le temps de mourir, ou bien ce genre d'œuvre sublime, il a été marqué par l'art du mélodrame de Douglas Sirk, à la fois par ses personnages féminins ou masculins tragiques, et par toute la dimension sociale et politique, et surtout anti-bourgeoise, qui est mis à l'œuvre dans les films de Douglas Sirk. Et donc tous ces caractères-là, le côté excessivement tragique et de surmélo présent dans le cinéma de Douglas Sirk, et cette charge, on va dire, amère et frondeuse contre la bourgeoisie, c'est quelque chose qui après se retrouve dans tous les films de Fassbinder. Donc on parlait de Tous les autres s'appellent Ali, mais aussi de Éphibriste et Le droit du plus fort, qui là est un genre de mélodrame homosexuel, justement, qui a fait grand bruit à l'époque. Et tout à l'heure, Thibaut parlait de Roulette chinoise, qui a aussi quand même une charge féroce contre la bourgeoisie allemande. Et lors d'entretien, un mec lui disait: mais vous n'avez pas l'air d'être le cinéaste qui pense que la bourgeoisie est en train de mourir à petit feu, tout ça, blablabla. Il fait: non, pas du tout. Je pense qu'elle est capable de se renouveler, de se régénérer elle-même ad vitam aeternam. Mais alors, et le mec demande: mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement lui taper sur la gueule. Et en fait, en plus, c'est ce que dit le personnage. Il y a une discussion à la fin de Prenez garde à la Sainte Putain. Donc il y a un film très très bizarre, une espèce de making of de ce film. C'est la nuit américaine, on va dire, de Fassbinder, la nuit américaine de Truffaut. La nuit des longs couteaux américaine. Et à la fin du film, il y a un dialogue, et bon, sans spoil parce qu'il faut voir tout le projet du film. Et à la fin, il dit: mais tu crois pas que tu es devenu toi aussi petit bourgeois? Et en fait, toute la question, elle est là. Et cette question du renouvellement de la bourgeoisie comme entité dominatrice. Je crois que l'actrice il le sait, en fait, Fassbinder. L'actrice ajoute à cette réplique: regarde tes autres films. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il a toujours été petit bourgeois, et que même quand il était dans la révolte, c'était encore une révolte de petits bourgeois. C'est vraiment structuraliste. Lui-même, il est comme plutôt enfant, pas de la haute bourgeoisie, mais de la petite bourgeoisie. Je crois que son père, il était médecin ou un truc dans le genre. Donc tu vois, sa mère était un peu actrice ratée, mais déjà dans les milieux des arts et tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez prégnant dans son cinéma, qui a toujours dégoûté. Mais qui est vraiment un truc typique des années 60-70, ouais. Cette idée de la pureté du prolétariat et de la perversité naturelle, quelque part, cette vision perverse de la bourgeoisie, qui fait qu'il faut avoir honte d'être d'un milieu bourgeois parce que tu as eu accès à l'éducation et que tu l'as pas eu en expérimentant la vie. Enfin, tu vois, cette espèce de contradiction qui existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a une réplique que dit Fassbinder, justement, dans Le droit du plus fort, dans lequel il joue aussi. Il a un second rôle où, oui, donc il joue un jeune mec un peu prolo, tout ça, qui va tomber amoureux d'un mec plus riche. À un moment,
il a cette réplique, je suis un prolo, moi, c'est plus viril. Et c'est toutes les grandes problématiques. Oui, parce que c'est ça. Il y a aussi Fassbinder, la question de la virilité et puis du milieu social d'origine. Voilà, il fantasme à mort les deux. En fait, les deux sont liés dans son fantasme. L'origine prolétaire et la virilité. Pourquoi ? Parce qu'il est né en 1946. Voilà. Ses parents se divorcent à l'âge de 6 ans. Il vit tout seul avec sa mère. Il se retrouve dans un lycée expérimental. Avec que du costaud. J'ai lu un truc comme quoi à 16 ans, il est déjà actif, quoi. C'est déjà quelqu'un qui va travailler. Je crois qu'il est plombier ou tapissier. Il fait un peu de tout. Il est actif effectivement sur tous les plans, à la fois sur le plan sexuel et sur le plan du monde du travail, quoi. Oui, donc c'est quelqu'un qui a été très vite au fait de la réalité sociale. Donc le social, politique, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Oui, il est conscient très vite en fait. En tout cas, je trouve que ça se ressent. Mais j'ai l'impression qu'il est conscient très vite aussi des limites justement de la pensée de gauche et d'extrême gauche. C'est-à-dire que moi je trouve que dans ses films, dès le début des années 70, il est déjà en train de montrer en fait comment cette voie intellectuelle est en train de faillir en fait, quoi. La question de communauté par exemple dans Prenez garde à la Sainte Putain, c'est pas du tout un film de hippie, hein. C'est un film sur le collectif, c'est pas simple, hein, quand même. Je trouve que dans Petra von Kant, c'est une question de la liberté, quoi. La liberté d'agir par rapport à son milieu, par rapport au machin. Enfin, je trouve qu'en fait, il y a déjà la remise en... Je trouve qu'il est lucide vachement vite, en fait, moi, je trouve, d'un point de vue chronologique, par rapport à d'autres cinéastes qui vont avoir leur période Mao, leur machin, leur truc. Je trouve que lui, il est désabusé vachement vite, quoi, en fait. Alors qu'il y croit quand même, quoi. Réaliste plus que désabusé, je pense. Ouais, une espèce de lucidité, je trouve de lucidité qui est assez, qui est bien, moi, je trouve. Mais c'est un truc, excuse-moi Jean-Pierre, je t'en file la parole après, mais c'est vrai que sur cette lucidité, c'est un truc qui se trouve beaucoup dans les divers entretiens qu'il a pu donner, où il est quand même, je trouve, hyper au fait et hyper au taquet des événements qui se passent en Allemagne et dans le reste de l'Europe, mais très très vite. Il a vraiment une capacité d'analyse à chaud qui est vraiment extrêmement impressionnante dès ses premiers entretiens au début des années 70 jusqu'à la fin, puis après dans les grands événements qui vont secouer l'Allemagne avec la fraction Armée rouge en Allemagne ou bien les brigades rouges en Italie. C'est quelque chose où il réagit de manière très émotionnelle, mais je trouve très clair et avec un recul déjà extrêmement marquant. Il a une faculté d'analyse dans son cinéma et dans ses entretiens que je trouve assez effarante, quoi. Ce qui devait être compliqué d'ailleurs, parce que moi je me dis qu'il devait y avoir une espèce de colère, tu sens une colère incroyable, quoi, chez ce mec-là, et qui du coup devait se retrouver effectivement dans le terrorisme de gauche. Et en même temps, tu vois, il a cette espèce de distance justement théâtrale quelque part qui fait que quelque part il sait, quoi. Il connaissait les membres de la bande Biedermeinhof, hein, justement. Ouais. Il était assez proche d'eux. Donc Jean-Pierre, est-ce que je t'ai coupé ? Non, je t'en prie. C'est justement c'est aussi la force parce qu'il en fait un cinéaste et un artiste, c'est qu'on ne peut pas tout ça, oui, c'est assez impressionnant de voir de loin en loin ou même de proche en proche dans tous ces films. L'acuité du regard, de voir cette lucidité, mais on ne peut pas rabattre ne serait-ce qu'un seul de ces films juste à ça, en fait. Sinon, on serait dans, je ne sais pas, la démonstration ou que sais-je. C'est justement là où c'est un cinéaste et un artiste, et justement par rapport même à ses propres idées, à son propre regard politique. C'est, comme vous le disiez, il a du recul qui est un recul d'artiste, n'ayons pas peur des mots, et qui se voit, pour moi encore une fois, j'en reparle, mais pour moi qui se voit dans la manière de filmer, dans le cadre en fait. Il ne va jamais être dans la démonstration, je vais vous faire passer mes idées, mes opinions en filmant, je vais vous filmer pendant 3 heures le gros plan, pour que vous soyez bien. Non, c'est toujours le personnage dans son environnement, et il nous offre la possibilité d'avoir plusieurs, ne serait-ce que dans le cadre, dans la façon d'organiser l'espace dans le cadre, d'avoir plusieurs, de décider, nous, en fait c'est ça qui se joue. Et on voit bien quel est son point de vue, mais il n'enferme pas ça, quoi. Moi j'ai le sentiment en plus que le politique rejoint vraiment la question de l'intime, quoi, justement, des relations amoureuses, des relations familiales. Mais tout à fait, c'est ça. Et que finalement, encore une fois, c'est par les personnages finalement, et pas par des sentences nécessairement, même si les dialogues peuvent être assez, on va dire,
écrit. Écrit, voilà. Ah bah oui. Voilà, mais ça reste quand même assez discret. Parce que moi je trouve qu'il prend... arrive aussi, il est sur un équilibre qui est fragile, mais qu'il arrive à tenir, de pas devenir sentencieux. Quoi, si on prend tous les autres Sapalelli, donc il y a un film qui date de 74, donc un de ces mélodrames influencés par Sirk. D'ailleurs, on pourrait faire une triptyque Fassbinder, Todd Haynes, Douglas Sirk, pour être intéressant. Mais dans tous les autres Sapalelli, il cite en fait les attentats de Munich de 72 est cité, en fait, et il citait un dialogue et au détour d'un dialogue comme ça, pim, et avec juste ça. C'est pas comme à Munich. Parce que ça pose le contexte social et toute la portée politique de la chose. C'est pas comme unique, donc en fait, il fait confiance aussi au spectateur parce que Fassbinder, on a peut-être très peu dit, mais c'est un cinéaste qui fait énormément confiance au spectateur, à sa capacité de réflexion et d'émotion. Et à sa patience. À sa patience, et c'est surtout que... Mais il dit juste, c'est Munich, et basta. Et en fait, du coup, tu te dis, ah ouais, mais attends, putain, Munich, les JO de Munich, 72, tout ça, machin, ce qui s'est passé, machin. Mais en 2 secondes, et il te pose un truc, un contexte politique, et après, bien entendu, ça va pas être une sentence, mais le projet politique de tout le film, en fait, va pouvoir se déployer avec une seule phrase. C'est merveilleux. Mais surtout que Fassbinder, tu parles de ça, j'en parlais tout à l'heure, sa volonté, c'était de créer le cinéma hollywoodien allemand. Et Fassbinder, je sais que c'est une question qu'il a beaucoup travaillé, c'est sur la question de l'art populaire et du cinéma populaire en l'occurrence. Parce que lui, ce qu'il ne voulait pas, il disait, il voulait pas faire comme les cinéastes français des années 70, Rivette, Godard, il ne voulait pas aller contre le grand public, il voulait faire des films populaires. Et donc pour ça, tu investis les formes populaires qui marchent le mieux. Donc tu fais du film de genre, donc principalement du polar, tu fais du mélodrame et de la saga familiale, ce qui fera surtout dans son travail à la télévision, mais donc il prend les formes les plus populaires et dedans il justement insère ce qu'il veut, et en investissant la forme du mélodrame, là je trouve qu'il trouve sa forme de cinéma la plus parfaite, c'est-à-dire qu'elle est anti-réaliste. Elle est faussement réaliste, que ce soit dans ses situations, dans ses décors, dans son personnage, sauf que c'est comme pour le cinéma, même s'il est très différent de John Cassavetes. C'est du cinéma qui n'est pas du réalisme. C'est-à-dire que les personnages et les situations sont tellement fortes, elles sont tellement excessives que finalement ça en devient irréaliste. Et les sentiments aussi sont excessifs. Et les sentiments, c'est le principe du mélodrame, c'est excessif partout, quoi. Ça en fait des caisses. Quand on aime les gens, on les aime à en mourir, quoi. C'est ça que chez Fassbinder, c'est que c'est pour ça que quand les aime pas non plus. Je sais faire une seule chose, c'est de regarder les gens. Il le dit. Non, mais et effectivement, je pense que ça rejoint aussi ce qu'il était lui. Je pense que c'était quelqu'un d'assez, qui avait l'air d'être quand même assez passionnel, quoi. En termes de relations, je parle pas simplement de relations sentimentales, mais en termes de relations d'une manière générale, qui est une espèce de rapport domination-soumission, enfin, et je pense que ça se sent aussi dans son cinéma. C'est pour ça que moi je ressens pas ça comme du chiquet. C'est-à-dire qu'à la fois c'est pas réaliste, c'est-à-dire que personne parlerait comme ça. Dans une situation réelle, personne ne se livrerait comme ça, même avec des amis, enfin, etc., etc. Par contre, il y a une vérité qui ressort quand même, quoi, justement, de cet anti-réalisme, de cette direction, justement, qu'on pourrait juger un peu théâtrale. Parce que je trouve que dans la manière dont c'est écrit, par contre, je trouve qu'il y a des fois, il tape vraiment juste, quoi, en termes de réplique, où tu te dis, ah ouais, mais putain, c'est vrai qu'effectivement, j'ai déjà pensé des trucs, j'ai déjà pensé des choses comme ça. Et tu les penses, tu les dis pas, justement. Non, mais justement, je les ai pensés, je les ai pas exprimés, et en une phrase, il arrive, justement, ce que tu dis, en une phrase, il arrive à porter le regard sur un sujet de société ou sur un sentiment, une émotion. Et je trouve qu'au niveau écriture, moi, j'avoue que c'est un peu une découverte pour moi, parce que moi, j'avais pas le souvenir, moi, que c'était aussi écrit que ça, en fait. Ouais. Après, si on revient un petit peu sur ses influences, il cite autant John Huston, qui considère comme le seul anarchiste à Hollywood, que Tarkovsky. Il cite Straub, Romer, il cite Godard, il cite Chabrol, Sirk, Raoul Walsh, surtout Raoul Walsh. Straub, il en parle pas mal, il dit qu'il aime bien ses premiers films et qu'en fait il n'est pas assez drôle. Alors qu'il fait des films beaucoup trop postés et qu'il mettrait un peu de fantaisie dans son cinéma, ça marcherait beaucoup aussi, mieux. En fait, il a un panel d'influences. Et c'est pour ça qu'il s'est spécialisé dans la comédie. Donc je comprends tout maintenant. Ah oui, d'accord. Ok. Les films sont drôles parfois, comme de Fassbinder. Mais oui, bien sûr. Mais il y a vraiment des doses d'humour qui justement sont bien amenées pour un peu dédramatiser le côté surméo. Alors là... Mais à ce moment-là, chez Cassavetes aussi, il y a des moments drôles. Ça se bande, c'est super drôle. C'est super drôle. Mais c'est rigolo, le rapport qu'il a notamment avec Chabrol et Godard, en fait, où il dit qu'il les admire, mais aussi qu'ils font chier. Godard, c'est quand même très compliqué. Mais même Chabrol, c'est compliqué. Jusqu'à une certaine période, Chabrol, je pense qu'il gardait un peu une donne manchotte contre lui suite à Nada en 74 et sur le traitement du terrorisme par Chabrol. Après, on y reviendra la semaine prochaine parce que c'est vraiment un truc qui est
qui va beaucoup marquer la deuxième partie, on va dire, entre guillemets, de sa filmographie, à partir du moment où il commence à avoir de la thune pour faire ses films avec Disper, où il peut commencer à faire des films avec des acteurs étrangers, enfin américains et puis anglais notamment. Mais c'est vrai qu'avant, on parle justement de cette violence et de cette argue de son cinéma sur la société allemande, d'ailleurs plus que sur d'autres sociétés, parce qu'il n'a fait que des films en Allemagne durant toute sa vie, même si à la fin, il commence à avoir des capitaux étrangers. Et donc je parlais de ce côté anti-réaliste, mais qui est néanmoins une prise dans le réel et une prise dans la société et dans le social allemand, entre guillemets, qui est extrêmement fort. Dans ces téléfilms, notamment, on en avait parlé ici dans l'émission qui était éditée en DVD par Carlotta, et Jean-Pierre m'en a reparlé, c'était « Je veux seulement que vous m'aimiez ». C'est magnifique. Et qui, là, pareil, est un en stéréo. Un mélo télévisuel avec une emprise hyper réaliste, très forte, donc sur des gens qui vivent dans des genres de boui-boui un petit peu de la middle class allemande, et qui dans des décors ternes et marrons. C'est un peu une esthétique du marron en fait qu'il a mis en place dans ses séries télévisuelles à l'époque, qui est un truc assez particulier aussi sur la crasse allemande en fait, enfin sur la crasse du décorum allemand, qui met moins peut-être en scène dans ses films de cinéma, mais un truc qui met beaucoup en scène à la télé, je trouve, notamment celui-là. Mais oui, ce téléfilm, moi, j'avoue que ça a été aussi un choc dans le bon sens du terme, de découvrir ce film, où je trouve justement que là, on a un exemple puissant de la façon dont l'histoire, c'est très simple, ça raconte juste un couple d'ouvriers qui s'endettent et qui n'arrivent pas à payer ses dettes. C'est aussi con que ça, quoi. Every French movie. C'est vraiment ça. Ça raconte ça pendant 1h30. Mais il ne rabat, c'est assez fort comment il arrive à observer et nous faire observer tous les mécanismes et le mécanisme dans lequel ils sont pris, et en même temps ne pas rabattre le film et son propos sur ça. C'est-à-dire que tout est irrigué quand même par aussi l'histoire intime et personnelle de ce personnage, ce qui fait que toi, t'es pas du tout coincé. Tu peux très bien choisir comme spectateur de dire, dans ce film, dans ce drame, dans ce mélodrame, il se passe ceci ou cela à cause de l'environnement ou à cause de ce qu'il a vécu dans son enfance. Et ça, t'es pas du tout coincé, et il observe le tout dans la totalité. Et ça, c'est un geste qui est hyper fort et hyper beau. Et en plus, c'est fait, je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais parce qu'on parlait du mélodrame, dans une simplicité, j'ai envie de dire, implacable. Il n'y a pas de chantage à l'écriture et de. Il n'y a pas de chantage à l'émotion. La vache. Ah non, mais c'est. C'est pas de la pornographie émotionnelle. Ah non. Voilà. Ça déborde pas. Et pourtant, tu t'es bouleversé. Il faut le dire quand même. T'observes pas ça comme un. C'est à la fin du film, t'as un peu les bras en croix quand même. Moi, c'est marrant, je dirais moins bouleversé que fasciné. Moi, j'avoue que ce travail sur les plans séquences. Moi, j'avoue qu'il y a un côté presque hypnotique dans les films de Fassbinder. C'est-à-dire que c'est tellement riche sur le plan thématique, sur le plan des relations entre les personnages, que moi, alors c'est peut-être que c'est que moi, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à me sentir. Tu vois, touché, on va dire, au sens au premier degré. C'est-à-dire que je me sens touché intellectuellement par ce qui s'arrive aux personnages, par leur truc, mais je sens pas une émotion, tu vois, je sais pas comment décrire ça. Cette espèce d'émotion primaire que tu as quand tu vois un chien mourir au cinéma, tu vois. Tu vois, tu vois ce genre de truc-là, tu vois. Et il n'y a pas d'identification, c'est peut-être ça que tu veux dire. Et pourtant, pourtant. Et c'est ça le truc, c'est qu'il est dans une espèce d'interzone entre justement le purement intellectuel et le purement émotionnel. Et moi, je trouve que j'avoue que j'ai pas trop vu ça ailleurs, en fait. C'est ce truc de... Est-ce que... Moi, je me pose la question comme ça. Est-ce qu'on peut rapprocher Fassbinder de Kieslowski, par exemple? Alors moi, Kieslowski, je connais pas assez. Donc, autre cinéaste aimable et riant. Oui, comme ça, dans La double vie de Véronique, tu vois, genre des trucs un peu... je trouve qu'il y a des similitudes... Après, ça me vient comme ça. Ouais, je sais pas. Après, ça, c'est un ressenti tout à fait personnel. Peut-être qu'il y a un film à un moment. Je sais que pour celui qui m'a le plus l'amateur touché, celui qui m'a le plus touché, c'est Petra von Kant, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment des lignes de dialogue qui sont vraiment très très fortes et qui résonnent vraiment. Mais par contre, c'est vraiment au sens
intellectuel, quoi. Et ça veut pas dire que c'est pas riche au niveau émotionnel, hein, mais ça veut dire que je ressens une espèce de rejet, d'attirance pour les personnages mêlés. Enfin, c'est un truc. J'ai du mal à déterminer exactement ce que je ressens en fait face au cinéma de Fassbinder, sinon que je trouve ça assez fascinant. C'est-à-dire qu'il y a des plans où je me dis, mais il doit y avoir qu'un quart d'heure qui est passé. En fait, il y avait déjà 1 heure de film qui était passé, quoi. Tu vois, alors que je me dis que normalement, vu le type de film que c'est, je devrais trouver ça long normalement, quoi. Et en fait, au lieu de trouver ça long, je trouve ça fascinant. Donc c'est assez intéressant, justement, le basculement c'est passionnant. Sur le rythme, sur la question du temps, du rapport que tu as au temps dans ces films, par exemple, quoi. Petra von Kant, moi, j'ai passé comme une lettre à la poste, hein, franchement, quoi. Alors que c'est sur 2h05, quoi. Et moi, alors que j'ai vu des films américains à 200 millions de dollars qui durent 2h05 où je me suis emmerdé pendant 1 heure, quoi. Mais c'est pas tout. Il faut dire. Alors que là, c'est 4 films dans une pièce, quoi. Que c'est pas. Après, c'est un rapport de chacun, mais moi, ça n'a pas été systématique quand même. Il y en a où on en parlait tout à l'heure hors antenne, comme on dit, mais où il y en a un où particulièrement où je me suis copieusement emmerdé. Là, Le Voyage, avec un téléfilm. Ouais, Le Voyage à Niklas Hausen, qui est son deuxième téléfilm en 70, réalisé avec Michael Fengler. On peut lui autoriser des petites baisses de régime aussi. Ouais, mais tu vois, Fassbinder, c'est un cinéaste. Pareil, je suis malheureusement loin de vouloir tout vu, mais j'ai jamais vu un film de merde, quoi. T'as des films qui sont plus faibles que d'autres, mais il a jamais fait un seul mauvais truc. Et pourtant, pour un mec qui a une productivité pareille, je trouve ça affolant, quoi. Surtout en si peu de temps. Pour avoir une filmo quand même qui est quasi impeccable, quoi. T'as au moins, un chef-d'œuvre par an, quoi. Mais en fait, là, je suis en train de penser à ça. En fait, ce que je ressens la même chose qu'avec Visconti. En fait, je me rends compte de ça. Cette espèce de mélange de distance et de proximité. C'est de virtuosité, d'emphase, de mise en scène et en même temps de gens qui ouvrent leur cœur, enfin qui exposent leur trip, leur cœur comme ça, et où il y a quelque chose de très fort qui se passe, mais avec cette espèce de distance. Je ressens un peu la même chose, en fait. Une espèce de beauté, parce que peut-être pour conclure cette première émission, il y a une de beauté, c'est de toute beauté. Il y a une citation de Fassbinder qui est hyper belle, donc il dit donc je fais en sorte que le spectateur éprouve des sentiments et pense, c'est très important. Et il dit aussi, c'est exactement ça, éprouve des sentiments et pense. Et on l'a souvent traité de cinéaste fataliste, et il dit pas du tout. Et il dit donc le fait que le film est une fin fataliste fait naître dans l'esprit du public le besoin de rechercher une idée utopique. Donc plus un film est fataliste, plus il est plein d'espoir. Je trouve ça très beau comme phrase. Je trouve ça très beau. Voilà, belle conclusion. Merci, mon cher Thibaut. La semaine prochaine, on fait juste une lecture des textes de Fassbinder. Et puis la semaine prochaine, ne vous étonnez pas s'il y a des relents de théorie crypto-marxiste dans cette émission, hein, et libertaire et anarchiste, puisque donc, nous aborderons la deuxième partie, on va dire, de la filmo de Rainer Werner Fassbinder, donc, où là, notamment, il s'attaque de front au problème du nazisme et du post-nazisme en Allemagne et de l'amnésie, du coup. On sent bien que c'est ça qui l'énerve. Hein. Ça va ensemble, et notamment donc tous ces films ayant trait à la bande Baader-Meinhof en Allemagne dans les années 70 pendant les actions de la fraction Armée Rouge. Les coups de cœur, messieurs, dames, Dr Erwan. Et ben voilà, ce sera pas très original, ça sera les larmes de Petra von Kant que j'ai trouvé très bien. Voilà. Carrément fleuré. Tous les autres s'appellent Ali, donc magnifique mélodrame. Qui sont 2 films de Fassbinder. De Fassbinder, donc oui, voilà. Carla. Qui se suivent d'ailleurs. Hein. Oui. Querelle, on n'a pas assez parlé, je trouve. On en parlera la semaine prochaine aussi. Et ouais, c'est tout. Voilà. Mon cher Jean-Pierre. Ce sera La Belle, un film de Arūnas Zieburnas, un film lituanien de 69 qui a été littéralement déterré cet été par Distribution. C'est splendide. C'est une BSTT. Ouais. Allez voir ça si vous pouvez, c'est magnifique. Alors moi donc aussi pour être original, ça sera un film de Fassbinder que j'ai revu hier, Le mariage de Maria Brand. C'est terrifiant de voir des films comme ça, j'en ai presque pleuré des larmes de sperme tellement c'était beau, quoi. Et sinon dans un tout autre genre, c'était le concert dimanche soir à l'Antipode de Napalm Death, que j'ai vu en compagnie ici, notamment du Dr Erwan. C'était du brutal. Ah, c'était formidable. J'ai eu des acouphènes pendant 1 heure. C'était beaucoup de bonheur. Vous avez pogoté et tout? Moi non, personnellement, parce que c'est pas trop mon truc. Non, passé l'âge. Mais par contre, effectivement, ce côté anarcho-punk sympa, voilà. Ça marche toujours très bien. Bardem, mais quel homme formidable. Donc voilà, tout ça avec des mecs, des gros, des mecs de 50 ans, des gros sympas anarchistes, des mecs cool qui portent des dreadlocks et qui ont une calvitie. Exactement. L'affection pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler du cinéma de Rainer Werner Fassbinder. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Gal pour la technique. Prochaine émission. Ciao, bonsoir. Salut. Salut.